Nous passons donc la parole à San José au Costa Rica. Nous vous écoutons. La question était que cherche à mettre en évidence la modélisation des échanges gazeux au niveau d'une plantation de café. Alors, excellente question. On est dans une classe de terminale S. Ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est la modélisation? En fait, c'est une représentation formelle la plus proche possible de la façon dont on considère le fonctionnement de la plante. En fait, c'est une représentation mathématique et physique. De tout ce qu'on sait sur le fonctionnement des plantes, on le met en équation et on essaye de créer une représentation physique et mathématique de leur comportement. En particulier, vous savez que les plantes sont très sensibles aux modifications de leur environnement, de leur microclimat, la lumière, la température, l'humidité, la disponibilité d'eau dans le sol. On sait comment elles répondent à ça parce qu'on l'a mesuré. Et on met ça dans un modèle mathématique et physique où on enchaîne des équations qui permettent, par exemple, de prédire la photosynthèse. D'un côté, on a mesuré la photosynthèse réelle, et de l'autre côté, avec un modèle mathématique, on va faire rentrer du microclimat et prédire de la photosynthèse. Et il y a un moment où ça colle bien. Alors on est content parce qu'on a bien simulé la réalité. Alors à quoi ça sert ça? Eh bien ça sert à se projeter dans des situations qu'on ne connaît pas du tout. La question, ça va être, ah oui, elle fonctionne comme ça aujourd'hui, mais comment est-ce qu'elle va fonctionner si la température future est de plus 3 degrés ou de plus 6 degrés? Comment cette plante va-t-elle réagir? Et donc, on va utiliser les modèles qu'on a construits pour les faire tourner dans le futur et simuler des scénarios du futur. Alors qu'on n'a absolument aucun moyen de le vérifier aujourd'hui. Et on va simuler des changements de concentration CO2, de température, on va simuler des sécheresses, et on va essayer de voir ce que le modèle nous dit en termes de rendement de la plante, de souffrance de la plante, de survie de la plante, etc. Et à partir de ces simulations, on va se rendre compte qu'il y a des situations qui sont extrêmement dangereuses ou des situations qui sont limites pour la plante. Et donc, on va essayer de prévenir ce genre d'événements. Voilà à quoi sert la modélisation. Parlons un peu de l'évolution du climat et du changement climatique. Et on se posait la question de les gaz à effet de serre sont-ils seulement les responsables de l'évolution du climat ou est-ce que... Donc les gaz à effet de serre, c'est sûr que c'est un acteur majeur dans le réchauffement climatique. Donc vous devez sûrement beaucoup l'entendre dans les médias et ça doit faire partie de votre culture scientifique. Cependant, c'est pas le seul acteur. Il y a également une grande quantité de poussière dans l'atmosphère, notamment des poussières qui sont générées par les usines ou par de la pollution également. Et ces poussières-là, c'est assez paradoxal, mais en fait, elles forment une sorte d'écran pour le rayonnement solaire, et ça renvoie une certaine partie du rayonnement solaire qui de fait ne va pas réchauffer notre atmosphère. Du coup, ces poussières-là qui sont aussi issues de la pollution, finalement, vont un petit peu aider à refroidir l'atmosphère. Donc, il n'y a pas que les gaz à effet de serre. Donc, ces poussières-là sont souvent d'origine humaine. Mais il ne faut pas oublier, surtout ici au Costa Rica, vous êtes concernés, les éruptions volcaniques qui ont tendance à, peut-être vous l'avez appris dans l'histoire, il y a eu plusieurs grandes éruptions volcaniques qui ont pu créer une sorte de mini-hiver très improbable. Il y a des traces au Moyen-Âge, je crois, où par exemple, il y a eu des refroidissements qui étaient très inexpliqués. Et en fait, c'était dû à une éruption volcanique qui était à l'autre bout du monde et qui plonge temporairement la planète dans un climat plus frais, entre guillemets. Mais même, donc là c'est plutôt à court terme, mais même sur le long terme, toutes ces poussières volcaniques qui restent dans l'atmosphère contribuent à refléter une grande partie du rayonnement solaire. Comme les poussières d'origine humaine finalement, et donc à un petit peu contrebalancer les gaz à effet de serre.
bien que ce soit quand même la réduction de l'émission de ces gaz qui puisse au final le plus refroidir probablement notre. Comment se font les échanges de gaz à l'intérieur de la feuille à l'intérieur du couvert dans l'écosystème incluant le sol? D'accord. Alors, ça nous fait trois échelles. À l'échelle de la feuille, ça se fait en fait au niveau des chloroplastes. C'est-à-dire ce sont des petits organiques qui sont à l'intérieur des cellules, qui sont ouverts, qui sont pleins de chlorophylle, et c'est eux qui sont capables d'effectuer la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est quoi? C'est en fait utiliser de la lumière, parce qu'il faut l'énergie. Il faut utiliser du CO2, du carbone, et également de l'eau. Et la photosynthèse permet en fait de prendre du carbone minéral, donc du CO2, et d'en faire des petites chaînes, d'abord de 3 et puis des chaînes de 6 qui sont des sucres, et ensuite d'exporter ces chaînes de carbone. Et en fait, ces premières chaînes vont permettre de constituer l'ensemble des compartiments et des molécules de la plante. Donc ça se fait au niveau des chloroplastes à l'intérieur des cellules de la feuille. Au niveau de la feuille maintenant, en fait, il faut amener le carbone d'un côté et l'eau de l'autre côté. Donc l'eau vient du sol, en fait, elle vient des pluies, puis elle arrive dans le sol, et puis elle passe par les racines, et puis elle remonte. Alors elle remonte parce que, en fait, c'est l'atmosphère qui est très sèche et qui fait une espèce de pont au niveau de la feuille qui fait évaporer l'eau au niveau de la feuille. Et ensuite, il y a une colonne d'eau à l'intérieur de la plante qui fait que l'eau monte à l'intérieur de la plante, il y a une petite partie qui s'évapore, et puis elle est compensée par de l'eau qui est absorbée par les racines. Et la colonne d'eau monte pendant la journée comme ça et s'évapore en haut. C'est à cause de ce qui l'entoure, c'est pas la plante elle-même? Non, c'est la sécheresse de l'air qui fait monter l'eau. Et la plante est structurée en très petits capillaires à l'intérieur desquels l'eau circule. Et il y a un endroit qui est clé, qui sont les petits pores à l'intérieur de la feuille qui s'appellent les stomates, et que la plante peut plus ou moins ouvrir. Quand elle n'a pas besoin de transpirer ou quand elle n'a pas d'eau dans le sol, elle va fermer ses pores, exactement comme nous, et elle va arrêter de transpirer. À ce moment-là, elle ne va plus perdre d'eau. Elle va être économe en eau. Mais le fait de fermer ses pores ne lui permet plus de faire entrer le carbone, le CO2, qui lui ne vient pas du sol, mais vient de l'atmosphère. Et donc, il y a un compromis. Pour grandir, il lui faut pomper du carbone, mais pour pomper du carbone, il lui faut ouvrir ses stomates, et pour ouvrir ses stomates, il lui faut de l'eau. Autrement dit, quand la plante n'a plus assez d'eau, elle est obligée de fermer ses stomates et elle ne grandit plus. Il faut savoir qu'une plante est constituée à 50% de sa masse en carbone. Donc, le carbone, c'est son premier élément. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la feuille. Maintenant, au niveau de la plante entière, vous allez voir des feuilles qui sont en plein soleil et des feuilles qui sont à l'ombre. Elles n'ont pas du tout le même comportement ni le même mode de vie. Il y en a qui sont adaptés à la chaleur, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a dans la même plante. Donc vous pouvez avoir par exemple des très grandes feuilles en bas et des toutes petites feuilles en haut. Parce que les toutes petites feuilles en haut font beaucoup de photosynthèse, mais elles souffrent aussi beaucoup du manque d'eau ou de la chaleur, alors que les feuilles en bas sont capables de s'étaler. Une avant-dernière question. Quelles sont les adaptations des plantes au climat, notamment dans les régions chaudes et sèches? Alors, les adaptations à la sécheresse, au niveau de la forme des plantes, d'abord, on va retrouver les plantes adaptées à la sécheresse vont mettre beaucoup moins de masse dans la partie aérienne et beaucoup plus dans les parties souterraines. Ça, c'est la première réponse. Et les plantes sont très réactives à ça. On dit qu'elles sont plastiques. Dès qu'on arrête de les arroser, elles arrêtent de grandir par le haut, elles commencent à grandir par le bas. Au niveau des racines, alors, la finalité qu'on peut imaginer à ça, c'est qu'elles ont besoin d'aller chercher de l'eau. Donc, elles ont plutôt intérêt à faire des racines pour aller trouver de l'eau avant de mourir. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elles sont capables de augmenter leur absorption d'eau et de réduire leur perte d'eau. Alors, augmenter leur absorption d'eau, c'est par le développement des racines.
Et réduire les pertes d'eau, c'est par la réduction de tout ce qui transpire, en particulier les feuilles. Et là, il y a deux grands modes d'adaptation. Enfin, il y en a trois. Il y a trois grands modes d'adaptation. Le premier, c'est diminuer le nombre de feuilles. Donc, vous voyez les feuilles qui tombent en saison sèche. OK. La deuxième chose, c'est en fermant l'estomac. Donc, en fait, dans l'ordre, comment ça se passe? Dès que la plante commence à souffrir de la chaleur, la première chose qu'elle fait, c'est fermer ses stomates. C'est-à-dire, elle arrête de perdre de l'eau sous forme de vapeur. La deuxième chose qu'elle fait, c'est arrêter de grandir. En particulier pour les parties aériennes, mais elle peut éventuellement continuer à grandir pour les parties souterraines. Et la troisième chose qu'elle fait, quand ça commence à aller vraiment mal, elle commence à perdre ses feuilles, et là elle se met dans une sorte de dormance, et elle va attendre que ça se passe. Donc elle va attendre en économisant l'eau, et elle va vivre sur ses réserves en fait. Comme elle ne mange plus, puisqu'elle n'a plus de sol, elle est obligée de vivre avec ses réserves. Et en fait, les plantes, et beaucoup de plantes, surtout les plantes, les arbres, les plantes pérennes, font des réserves de sucre, d'amidon, etc., qui leur permettent de passer des saisons difficiles, comme des saisons froides ou des saisons sèches. Un bon exemple, c'est la canne à sucre, qui est pleine de sucre, elle est pleine de réserves, mais le café également est plein d'amidon et plein de saccharose. Voilà. Et puis, une fois qu'elle a consommé toutes ses réserves, eh bien, en général, c'est la fin, elle meurt. Donc, si l'eau n'est pas revenue, donc si elle n'a pas franchi la saison sèche, elle va mourir. Et si l'eau est revenue, eh bien, elle recommence, elle refabrique des feuilles avec ses réserves, qui lui reste de réserves, et elle recommence à se nourrir du soleil, etc., et ça repart. Et la dernière forme d'adaptation, c'est de réduire la taille des feuilles. En général, des plantes qui ont des toutes petites feuilles avec des épines, c'est typiquement des plantes de saison sèche. Parce qu'elles sont incapables de maintenir des grandes feuilles et de conduire l'eau dans ces grandes feuilles jusqu'au bord de ces grandes feuilles. Ils sont incapables d'amener l'eau, donc en fait, elles vont fabriquer que des petites feuilles. Comment pourrait-on ajuster la densité, la forme et les espèces des arbres pour maintenir le café au même emplacement dans un monde beaucoup plus chaud et plus sec? L'idée, en fait, c'est que pour s'adapter à un futur plus chaud et plus sec, en gros, on a trois options. La première option, la plus immédiate, c'est de changer la façon dont on conduit les cultures, c'est-à-dire changer la gestion, changer le management des cultures. C'est-à-dire en fait changer la sylviculture ou changer les interventions de l'homme dans les cultures. Si ça ne marche pas, la deuxième phase, ça va être d'avoir recours à la génétique, c'est-à-dire de trouver des variétés des plantes cultivées adaptées à des conditions beaucoup plus chaudes et beaucoup plus sèches. Et ça ne se fait pas sur les mêmes temps de recherche. C'est-à-dire, changer le management ou la gestion d'une culture, ça peut se faire d'un mois sur l'autre. Mais changer la génétique, c'est des programmes de recherche sur 50 à 100 ans. Donc en fait, ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques. Et là, on est sur un problème climatique qui est de l'ordre de quelques dizaines d'années, qui nous impacte déjà. Et donc, en fait, on va compter sur les progrès de la génétique actuelle. Il y a un certain nombre de ressources génétiques actuellement au Costa Rica qui permettraient justement de s'adapter au moins temporairement au changement climatique. Et la dernière phase, c'est quand vraiment on n'a plus d'autres recours, et à ce moment-là, on change le type de culture. Et on passe carrément à d'autres espèces qui sont beaucoup plus adaptées. Voilà. Alors, votre question est plus sur la première phase. Comment gérer les arbres pour maintenir le café? Eh bien, l'idée, c'est qu'en fait, dans un monde plus chaud, on aura besoin de plus d'arbres pour réduire la température du caféier. Alors, malheureusement, on ne pourra pas réduire la température moyenne, parce que la température moyenne, c'est celle des masses d'air. Et les masses d'air, elles vont augmenter de température. Elles vont augmenter, si on fait très attention à notre planète, elles vont augmenter de 2 degrés dans 100 ans. Si on ne fait pas du tout attention, elles vont augmenter de 6 degrés ou plus. Et ça, on ne pourra rien y faire. Alors, ça dépend des régions, mais en moyenne. Par contre, ce qu'on peut éviter avec des arbres au-dessus des caféiers, c'est d'avoir des grands pics de chaleur, des grosses canicules à midi, par exemple. C'est-à-dire que les cafés souffrent énormément à midi. Donc, on va les ombrager pour les refroidir. C'est-à-dire qu'en fait, ce soit les arbres qui encaissent les pics de chaleur et pas la culture principale. Donc la question qu'on se pose avec Maxime et qu'on essaye de vérifier sur le terrain, on prend plein de situations. Alors il y a des caféiers en plein soleil, il y en a qui ont un petit peu d'ombre, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont encore plus, etc.
et on essaye de voir qu'est-ce qu'on gagne sur les pics de chaleur. Et donc Maxime, il est en train de mettre des capteurs de température dans tous les coins des caféiers, dans des parcelles très 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 différentes, avec des arbres, sans arbres, etc. On utilise des caméras thermiques qui permettent de faire des images en 2 dimensions de la température des feuilles du caféier et des arbres, etc. On a des capteurs à distance qui mesurent instantanément les températures du sol, des caféiers, en bas du caféier, au milieu du caféier, en haut du caféier. Et ce qu'on essaye de voir, c'est la différence entre des caféiers qui sont en plein soleil et des caféiers qui sont à l'ombre le même jour à la même heure. Et on essaye de voir combien de degrés on arrive à gagner en augmentant la densité des arbres. Et donc, dans un futur plus chaud, l'idée, ce serait de dire, OK, au Costa Rica, à tel endroit, à telle altitude et dans telle exposition, nous recommanderions telle densité d'arbres.